Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui avait été supprimée de la chaîne lorsque je m'étais fait pirater il y a un an, et pas de bol, hein. Un an ou un petit peu plus, et donc je remets ça ici parce que je trouvais intéressant de voir l'évolution de notre société depuis quelques décennies. Alors c'est une émission de 2007, donc une vingtaine d'années, de Jean-Paul Bourg qui posait déjà les bases, les jalons de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors on parlait déjà de ça, certains parlaient déjà de ça dans les années 90, 2000. Donc là, c'est une émission de 2005. Et à l'époque, pour beaucoup, forcément, c'était un constat pessimiste. Alors tout de suite, on arrive dans le racisme, extrême droite, les fachos, les... Bon, hein, ça c'est l'argument massue dans tous les débats en général, et encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Hein, vous faites passer votre adversaire ou contradicteur pour un facho et c'est gagné, tous les coups sont permis. Alors écoutez bien le constat de l'époque, tout est là. On est en 2007 et aujourd'hui, 20 ans après, il y a du recul, on peut faire un petit point et vous verrez qu'on est en plein dedans. La civilisation européenne. Bon, déjà, l'euro est en fin de parcours, il me semble, hein, depuis quelques jours, là. À bout de souffle, comme dirait Godard. Mais ça, c'est pas le sujet. Ah, ben, le sujet, si, tout se croise. Le déclin des civilisations, hein, et plus particulièrement la civilisation européenne, les causes et les enjeux. Déclin de la civilisation, c'est pas demain, on y est déjà, hein. Le processus est entamé depuis un moment déjà. Et combien de temps met une civilisation pour s'effondrer? La chute de l'Empire romain, par exemple, ça a été près de 200 ans, avec des guerres civiles successives, des ennemis en surnombre aux frontières qu'il fallait contenir et qu'on n'a pas pu contenir, c'est-à-dire un poids démographique important de l'envahisseur contre Rome, une jeunesse de cet envahisseur quelque part, et le vieillissement de l'Empire, abaissant ses défenses immunitaires. Bon, près de 200 ans avant que l'Empire romain s'effondre. Pour nous, l'effondrement est beaucoup plus rapide parce que la modernisation a accéléré le temps, hein. Il y a les moyens de communication, l'accélération des événements. Le temps était beaucoup plus lent jadis. Moi, je me souviens des années 50, par exemple, de la France, et on peut dire pareil pour tous les pays d'Europe à cette même époque. La France rurale, par exemple, pendant plusieurs siècles, si c'est pas plus, tu avais le même paysage. La chaumière gauloise, oui, avec son toit de chaume. Bon, on est passé du rondin et du torchis en Auvergne aux pierres de la volcanique pour construire les chaumières, mais le toit de chaume était toujours là, emblématique, depuis les temps de l'ancienne Gaule. Incroyable. Euh, les commerçants de proximité dans les villes dans les années 50, avant que les grandes surfaces apparaissent, qui n'existaient pas, les grandes surfaces, hein. Un commerçant, il avait son enseigne pendant plusieurs générations. Ton enfant, l'enfant de ton enfant, le même magasin était toujours là, hein. Et puis, notre démographie était assez forte, hein, suffisante. Elle n'avait pas besoin d'apports étrangers, hein, parce que l'énorme rouleau compresseur de la mondialisation n'était pas encore en marche. Et les problèmes d'identité ne se posaient même pas, hein. On était dans une France qui avait une certaine homogénéité, avec un apport d'immigration européen, italien, portugais, espagnol, ben, qui avait le même socle de civilisation chrétienne, on peut dire. Même si, avec toutes les différences que comportaient les provinces, etc. Mais le socle était commun. Cette homogénéité, je m'en souviens très bien, je l'ai connue, elle était là dans les chansons populaires, dans l'art, dans la culture, dans les rapports humains, dans les gens qu'on croisait dans la rue. Il suffit de voir ces films noirs et blancs des années 50 pour voir que la population n'était pas la même, hein. Bon, ça c'est tout simple, c'est 2 et 2, 4. Les problèmes d'identité ne se posaient pas, parce qu'il n'y a pas de conflit d'identité entre les personnes. Bien sûr, on disait le Rital, le Porthos, etc. Bon, mais ça restait très localisé, et ce n'était pas un enjeu majeur de société qui pouvait faire basculer, inverser, régresser ou modifier et remplacer même une civilisation par une autre. Années 50, l'épicerie, le petit magasin où on faisait ses courses. Après, il y a eu, c'était déjà important pour nous, l'économat.
C'était une petite grande surface, oh, pas très grande. Le commerçant avait une blouse blanche pour faire technicien, alors que l'épicier avait plutôt le crayon sur l'oreille et son tablier plus dans la proximité rurale quelque part. L'autre faisait déjà, était déjà on était déjà, mais l'économage était une petite surface. Sont venus après les mammouths, je me rappelle, la mainmise des grandes surfaces, les monopoles, hein, et des gens en mouvement, les visées mondialistes de l'économie, de plus en plus, des chaînes de magasins, etc. Ce qui n'existait pas avant. On voit bien qu'elles étaient déjà, à ce moment-là, comment la mondialisation s'est mise en marche. L'emballement de tout un système, hein, orienté non plus vers la proximité, c'est-à-dire je te rends service, je te vends quelque chose que tu viens acheter chez moi, à côté, juste là, mais vers l'international, hein, c'est le mot comme ça, c'est le mot qu'on prononce aujourd'hui, hein, le commerce avec visée internationale, hein, parce que c'est ce que veulent les cartels de la finance qui dirigent tout du haut de leur Olympe, hein, bien sûr. Alors l'Europe telle qu'on l'a toujours connue, enfin moi du moins, avec sa population naturelle, elle en voie de disparition, hein, comme les grands fauves et les dinosaures, hein, c'est le même principe quelque part, d'extinction. Le danger, bah, lire ce qu'écrivait déjà Huntington dans les années 90, dans Le choc des civilisations, du déclin naît le risque d'invasion, quand la civilisation n'est plus capable de se défendre elle-même, parce qu'elle n'a plus la volonté de le faire, elle s'ouvre aux envahisseurs qui viennent souvent d'une autre civilisation plus jeune et plus puissante. Alors, remplacement de population, on peut même dire de civilisation, réellement. Hein. Le but, bah, détruire progressivement les nations, hein, c'est le projet, en tant que nation, et affaiblir l'Europe, bien sûr, l'Europe naturelle, hein, en la transformant en une pluralité de civilisations, hein, qui sont la plupart du temps avec des coutumes, des croyances différentes, incompatibles, et qui tiennent toutes à leur identité, ce qu'on appelle le communautarisme aujourd'hui, avec l'influence et bien sûr l'importance des flux migratoires. Hein. Les coupables de tout ça, bah, les cartels de la finance, les transnationaux, les grands manipulateurs. En 2010, Wikileaks avait fait cette révélation en publiant les fameux documents secrets du département d'État, je lis. Les Américains ont favorisé l'immigration et invasion extra-européenne en Europe dans le but de briser définitivement les Européens. Ça c'est document confidentiel du département d'État publié par Wikileaks. Alors ces clubs tout-puissants qu'on voit parader dans les coulisses du G20 ou dans les dîners de la haute finance, ils ont leurs ambassadeurs, leurs propagandistes qui servent de porteurs de valises quelque part, comme BHL, on l'a vu en Libye, hein, DSK, bien mal en point en ce moment, on peut le mettre hors circuit pour l'instant, Alain Minc, hein, qui vient nous faire la leçon sur les plateaux de télé, la leçon de la mondialisation, en accusant la France. Est-ce qu'elle serait le mauvais élève de la mondialisation? Le grand instituteur de la mondialisation, Alain Minc. Voilà ce qu'a donné l'immigration massive en France, mais partout en Europe. Hein. On ne parle plus d'assimilation. C'était un mot qu'on entendait il y a quelques décennies en arrière, il n'y a pas si longtemps. C'est un mot qu'on peut virer à la poubelle, mais de communautarisme. Ok. Des communautés hein, implantées sur le sol de France, avec des papiers français, donc français, souvent la double nationalité, qui refusent l'assimilation et qui persistent à défendre et à propager les valeurs, les coutumes, la culture de leur pays d'origine, musulmans ou asiatiques. Ce qui fera dire à Samuel Huntington dans Le choc des civilisations, un livre un peu trop ricain, Yankee, vive l'OTAN, qui peut déranger un peu, mais certaines grilles peuvent s'appliquer à ce qui se passe en Europe et sont justes, le conseil est juste appliqué à l'Europe. Il n'y a pas un conflit entre les religions, il dit, mais il y a un conflit entre les civilisations. Alors c'est une véritable désintégration interne de l'Europe, hein, où les diasporas font quoi? La plupart s'identifient avec leur pays d'origine dans les conflits, puis même dans les matchs de foot, on l'a vu. Hein. Ici, alors chez nous, c'est simple, les traîtres, ils sont au plus haut niveau de l'État. Et ils accomplissent point par point la stratégie de dissolution des nations, programmée par les oligarchies qui les dirigent, hein, parce qu'ils sont à la botte des oligarchies. Car les oligarchies sont à l'œuvre, hein, bien sûr, et les États-nations sont à leur botte, leur lèchent les pompes.
Alors fini le temps des décisions souveraines, prises dans l'urgence et la lucidité, lorsqu'un Bonaparte dépliait ses cartes dans son PC de campagne, pendant qu'au loin tonnaient les canons russes, ou lorsque Vercingétorix, le grand guerrier Arverne, préparait la défense de Gergovie, à la lueur d'un bivouac, autour de la neige, le froid, la rumeur profonde des forêts, la plainte du vent dans les arbres, comme si la nature tout entière participait aux décisions stratégiques, en réconciliant dans une même ferveur l'homme et l'âme mystérieuse du monde, une même vision qui renforce, qui dépasse et qui transcende le geste politique. Ceux qui nous dirigent, c'est plus les mêmes. Ce sont des nains, privés d'âme, déculturés, qui n'ont plus le courage des grandes décisions, à la botte. Leur pouvoir, il est aussi inconsistant que de la dilution de fumée, il n'a aucune importance réelle, malgré les apparences qu'ils donnent. Ils obéissent servilement à la toute-puissante économie, aux cartels et aux mafias de la finance. On les voit venir parader dans les shows télévisés, habillés comme des mannequins dans les magazines de mode, sans aucune maîtrise d'eux-mêmes en plus, rongés par la petitesse et la cupidité, ça se voit à leurs expressions, à leur comportement, c'est petit, c'est mesquin, c'est roublard, c'est à vomir, tous ces mecs-là. Ils sont aux ordres, comme des petits soldats terrifiés, le doigt sur la couture du pantalon. Ils ont renoncé au contrôle des flux monétaires à l'intérieur de leur propre pays, ouais. Au bien-être, à la défense de leur peuple, ouais. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les institutions internationales ont le droit de juger et d'orienter l'action et la décision des États, à l'intérieur de leur propre territoire. Et cela agissent, anonymes, directement sur la vie individuelle des citoyens. Ce sont eux qui poussent à l'effacement de notre civilisation, au remplacement des populations et à la guerre intérieure qui aura lieu un jour. Ce sont nos premiers ennemis, cela. C'est ainsi que dans son livre Témoignage, le best-seller estival de juillet 2006, Nicolas Sarkozy annonçait franchement la couleur, accomplissant les basses œuvres de ses maîtres, et sachant qu'il n'y aurait aucune résistance à ses propos. Il écrivait à la dernière page de son livre-programme « Je pense que les Français attendent une France d'après, une France où l'expression français de souche aura disparu. » Alors c'est dit, et frappé dans le marbre pour ne plus bouger. Le français de souche est devenu un proscrit, et même mieux, il n'a jamais existé. Cette volonté de créer une Europe multiethnique, elle répond à des impératifs pratiques que les technocrates mesurent à l'aide de quotas, de statistiques, comme si le continent européen était une sorte de vaste caravansérail marchand, sans histoire, sans mémoire, construit artificiellement pour la circulation des hommes et des marchandises, c'est tout. Alors ce négationniste de l'identité française, il n'est pas le seul, et ce n'est pas le seul privilège de la droite, il se répand partout, ce modèle-là. C'est une maladie endémique, puisqu'en septembre de la même année 2006, la gauche l'emboîte le pas, avec la déclaration de Ségolène Royal qui dit « Être français, c'est le drapeau et la sécurité sociale. Il faut arrêter de parler des Français de souche comme s'il existait des Français de feuillage ou de branchage. » Avec son humour à la con. Ségolène, faussement royale, petite bonne femme. Alors ce serait digne d'un vaudeville ou d'un sketch télévisé, s'il n'y avait pas une stratégie planifiée, concertée, derrière ces deux déclarations qui dépassent les clivages politiques pour s'attaquer à l'essence même de la civilisation européenne. Ça, c'est l'exemple américain, multiracial, multicivilisationnel. Alors je cite de nouveau Huntington et son choc des civilisations. L'histoire nous apprend qu'aucun État ainsi constitué n'a jamais perduré en tant que société cohérente. Les États-Unis, s'ils avaient une pluralité de civilisations, ne seraient plus les États-Unis, mais les Nations Unies. C'est Huntington dans le choc des civilisations. Alors tout dépend bien sûr de quelle Amérique on parle. Il y en avait une autre. C'est un bon exemple pour nous, qui voulait conserver son particularisme, sans chercher à dominer le monde. Elle a été vaincue par les Yankees, qui ont fait des States un conglomérat multiethnique, sans aucun enracinement.
Et c'est là-dessus qu'ils croient encore appuyer leur puissance. Ce modèle, il va générer chez eux, on le voit, de plus en plus de violence, de guerres interethniques, le déclin des États-Unis, oui, la guerre civile aussi. Car les États-Unis sont perdants face aux pays émergents aujourd'hui. Comme Rome, assiégée par les barbares, qui étaient jeunes et qui avaient un poids démographique plus important, alors que Rome était vieillissante, et perdu en quelque sorte son punch adolescent d'être, comme une civilisation à son commencement. Moi je crois au clan, à la communauté des derniers Européens. J'appelle l'homme du clan celui qui est relié à sa communauté, à sa culture, même si des spécialistes de la géopolitique nous disent que l'Europe finira par être réduite à quelques zones d'implantation européennes faiblement peuplées. Ça, c'est du futur. Les mecs jouent les prophètes, parfois à tort, parfois à raison, sûrement à raison. Me dérange dans la géopolitique, c'est ce cynisme qui peut être juste, de mettre à plat les mécanismes. Et au cynisme de la géopolitique, que ce soit les analyses de Huntington ou plus récentes de Choprade, l'homme du clan oppose l'amour de son territoire, de ses croyances, de sa culture identitaire, quitte à prendre les armes et à entrer en résistance s'il le faut, même s'il est perdant. Que s'est-il passé pour que la population naturelle européenne et celle de la France soit progressivement remplacée par une immigration massive venue du Maghreb, d'Afrique, d'Asie? Eh bien, c'est un fait. L'Europe est entrée dans une phase de vieillissement, un véritable déclin démographique qui n'arrange pas les affaires du grand Moloch de la mondialisation, surtout avec la baisse de croissance des économies européennes et américaines. Ça pose un problème pour eux. Parce que l'Europe représentait un quart de la population mondiale en 1900. Elle en représente aujourd'hui le 10e. Alors des migrants ont été appelés pour compenser le dépeuplement des vieilles nations d'Europe. Et ils assurent, ces migrants aujourd'hui, statistiques, à eux seuls, 30% des naissances sur le territoire français. On assiste donc, depuis quelques décennies, à une population de remplacement, ou pour employer de vrais mots, à une civilisation progressive de remplacement. Car il faut de la main-d'œuvre, même illégale, et tant pis pour les conflits civilisationnels. Parce que l'Europe veut rester compétitive face aux pays émergents, dont l'Asie, et peu importe la population qui la compose. À la fin du XXIe siècle, les Européens de souche seront minoritaires sur leur propre continent, et le monde méditerranéen sera transformé en une véritable poudrière. C'est ce qu'annonce Émeric Choprade, qui fut professeur de géopolitique à l'école de guerre. En 2030, la rive nord aura perdu 6 millions d'Européens, tandis que la rive sud gagnera 100 millions d'extra-européens. Alors, ce sont de telles analyses qui lui ont coûté sa place à l'école de guerre. Il a été viré comme un malpropre, un cancre, un mauvais élève, pour avoir osé soulever un coin du voile et laisser deviner ce que préparaient les traîtres dans les coulisses de l'État. Tout ça finira par glisser vers une guerre civile. Oui, ici, en France, et sur le sol européen. C'est voulu. On a compartimenté la société en communautés extra-européennes, repliées sur elles-mêmes, avec leurs coutumes, leurs rites religieux, leurs leaders, comme dans un parc à bestiaux. Et certains, venus du continent africain, ruminent des idées de revanche, tout en affichant une arrogance. En même temps, ils ont la double nationalité, française et étrangère. S'ils n'y pensent pas, il y a de nombreuses associations qui sont là pour leur rappeler les méfaits du colonialisme, pour entretenir le feu sous la braise. C'est tout juste si on n'aligne pas contre un mur les derniers Français de souche, avec la bénédiction de l'État, bien sûr. Dans le fond, comme on nous le dit, il ne s'est rien passé. On n'a rien vu. C'est l'ennui qui prévaut, rien d'autre. La chloroformisation des esprits, c'est la dignitude intellectuelle, oh oui. La démocratie, ce fameux mot, qui est le fauné du nouveau mondialisme totalitaire, et toutes ces déclinaisons comme le vivre ensemble,
créé par les manipulateurs de cette cinquième colonne, justement, ceux qui sont à l'origine de ce mécanisme. Alors l'ennemi est dans nos murs, et il pratique la stratégie du cheval de Troie en la multipliant, sans utiliser d'hommes en armes, qui surgiraient la nuit par bandes dans nos rues, mais ça viendra. Pour l'instant, il s'agit d'installer de nouvelles règles, celles du multiethnique, du multiculturel, une main de fer, celle du nouvel ordre mondial, dans un gant de velours, le sentimentalisme, l'accueil des populations extra-européennes avec ou sans papier. Ici, la loi n'est même pas appliquée, mais contournée, mise de côté comme une vieillerie. L'important pour ces pollueurs, au nom d'un moralisme trompeur et abject qu'ils utilisent comme une arme, c'est d'installer des populations de remplacement qui sont que la juxtaposition de communautés antagonistes, ce qui est la forme moderne de l'épuration, ramenant ainsi l'Européen de souche au rôle du paria, du dhimmi, dans son propre pays. Alors l'effondrement de l'économie mondiale, ce géant aux pieds d'argile, les flux migratoires engloutissant les repères identitaires, la dépossession de nos origines, la vie quotidienne insoutenable qui pousse certains à désespérer ou à péter les plombs, tout ça, ça attise chaque jour un peu plus les tensions communautaires. Guerre civile, oui, un jour. Et ce ne sera pas des manifs d'indignés dans les rues, cette bande de bobos décérébrés qui se croient en 89 et brisent les statues de la Vierge, bande de cons. Ni le chaos des banlieues face à des compagnies de CRS. Relire Huntington ou Choprade. Les guerres tribales et les conflits ethniques feront rage à l'intérieur même de ces civilisations. Cependant, la violence entre les États et les groupes appartenant à différentes civilisations comporte un risque d'escalade si d'autres États ou groupes appartenant à ces civilisations se mettent à soutenir leurs frères. Alors à nous, Français et Européens enracinés, il restera le recours aux forêts, dit Junger, non pas au sens métaphorique, la clandestinité, celle des loups de la dernière heure, le maquis, celui des francs-tireurs, des insoumis, des réfractaires, comme ceux du sudiste John Mosby. Ce seront sans doute nos derniers refuges, nos sanctuaires ultimes dans ce grand bordel, nos bases secrètes, à partir desquelles se fera peut-être la reconquête. Mais avant cela, on va assister à tout un processus de décomposition de la civilisation européenne, où les nations se laisseront violer sans aucune résistance, soumises et consentantes en plus, comme des chiennes en chaleur, ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors le danger, il est là, plus proche qu'on le pense. C'est pas un ennemi visible, identifiable par son uniforme et ses drapeaux, qui masserait ses divisions aux frontières de l'Europe. Ce temps des guerres franches, où l'homme, avec deux choix, l'honneur ou la trahison, appartient maintenant aux épopées romantiques, aux vieux livres d'histoire relégués dans les greniers de l'oubli, là où pourrit ce qui nous reste de mémoire. Il s'agit d'une nouvelle forme de guerre de conquête, dont la ruse s'appuie cyniquement sur le sentimentalisme des droits de l'homme. Oui, tout ça nous prépare à une guerre civile. Et cet état de guerre larvé qui couvre dans nos murs, il n'est pas seulement nourri par les bandes ethniques qui ont transformé nos banlieues en territoires occupés, où les armes circulent en toute impunité. Ceux-là sont minoritaires, mais soutenus par les médias et les bonnes consciences qui parlent d'exclusion, de mal de vivre, de misère sociale, la fameuse misère sociale qui gangrène les banlieues. Un énorme travail de sabotage a été fait sur nos arrières, sans qu'on y prête garde. La déculturation, l'abandon de la langue française, de sa littérature, le révisionnisme des manuels scolaires. Quoi qu'il fasse, le français de souche, enfin du moins ce qu'il en reste, il est coupable, et il doit baisser le genou et battre sa coulpe. Coupable depuis le commencement de son histoire, des premières tribus gauloises liées profondément à nos terroirs, jusqu'aux dernières pages de l'histoire de France, celles qu'on apprenait dans sa chronologie il n'y a pas si longtemps. Malgré ces mégapoles et ces villes qui s'étendent maintenant loin des campagnes, tout a changé, dévorant tout sur leur passage. La France est un champ de ruines
où l'identité nationale est devenue l'ultime infamie. Sans réclamer, ça fait de vous un proscrit qui n'a plus le droit à la parole libre sous peine de sanctions judiciaires, ou presque. Il lui reste bien sûr la possibilité, comme dans tous les pays occupés, d'entrer dans la clandestinité, sur son propre territoire, mais encore il faudrait qu'il en comprenne les enjeux et qu'il entende résonner en lui profondément, jusque dans ses songes, l'écho de ses ancêtres, la parole jamais perdue, noyée dans les artifices et l'enfumage du siècle. Pour l'instant, autant lui demander de décrocher la lune. La civilisation européenne, dont on dit qu'elle est en voie d'extinction, comme le fut le règne des grands fauves, elle porte en elle sa propre transcendance, liée à son histoire, à sa grande mémoire, et elle échappera aux ténèbres qui la menacent qu'en se dépassant elle-même, une fois encore. Mais elle devra faire face à une grande tragédie, qui sera celle du chaos et de la guerre civile. Hein, on est à ce moment charnière de l'histoire, là, où l'histoire retient son souffle, et hésite sur la direction à prendre. À nous, les derniers veilleurs, de retrouver l'âme d'un Léonidas, celle de Jean d'Autriche et des héros de la bataille de l'Épante, aller chercher au fond de nos ténèbres ce qu'on a perdu. Quoi? Le réflexe de l'antique audace, qui est à la fois un manteau de bronze et un bouclier spirituel, et qui seul peut permettre de freiner le processus de décadence et de dissolution. Sinon, on sera que des pantins déracinés, des carcasses vides, que le moindre coup de vent pour emporter et envoyer loin, à tout jamais. Alors, ils nous ont proposé quoi, les salopards qui nous gouvernent, hein? Encourager la compétition, c'est ça leur modèle. Sanctifier les droits de l'homme, ça évidemment. Oublier le passé, chape de plomb. Ignorer l'avenir, bien sûr. Et se concentrer surtout sur des profits immédiats. Ça, c'est leur morale. Et puis surtout, alors c'est là où est l'enfumage, pleurnicher sur la misère du monde, hein, scotché devant l'écran de télé, pour abaisser nos défenses immunitaires. C'est bien foutu, leur truc. Vendre aux publicitaires des cerveaux disponibles, hein, comme l'avait déclaré le PDG de TF1. Tout ça derrière le phoné de la démocratie, hein, ce mot puant. Je ne parle pas des origines grecques de ce mot. Ce mot inventé, moderne, inventé par les manipulateurs, les grands sachem de la gouvernance mondiale. Alors ces alliances contre nature, elles donnent envie de dégueuler. Elles vont favoriser l'augmentation des flux migratoires, et même bien au-delà, puisqu'on nous propose, à gauche comme à droite, le vote des étrangers aux élections communales. Éric Besson avait déjà dit « Nous devons aller à terme vers le vote des étrangers aux élections locales dans les 10 ans à venir. » Ben ouais, faites attention à ce projet socialo-UMP de vote des étrangers aux communales. Car les communales, c'est les élections d'un maire et d'un conseil municipal. Et là, on est dans la vraie proximité, dans celle de nos terroirs, de nos villes, pas seulement des grandes villes déjà atteintes. Les cimetières de mes ancêtres, moi, sont pas très loin, tout près, juste derrière la petite mairie du village. C'est plus qu'un affront à notre identité, mais une profanation-invasion des derniers sanctuaires charnels, c'est ce que je pense. Les oligarchies sont à l'œuvre, et les États-nations sont à leurs bottes. Hein? Aujourd'hui, on l'a vu, ce sont des institutions extérieures, internationales, qui ont le droit de juger, de prendre des décisions, d'orienter les décisions des États, dont celle-ci, d'agir anonymement, hein, de peser sur la vie des citoyens, nous. Et ce sont eux qui poussent à la guerre civile qui aura lieu. Et je le répète, ce sont nos premiers ennemis. Jean-Marie Domenach, ancien résistant, écrivain français catholique, il écrivait en 1991 « Attention qu'une communauté musulmane ne constitue par-dessus les frontières des pays européens, créant ainsi une 13e nation de la communauté européenne. » Alors on assiste à la mise en place d'une autre civilisation, en remplacement.
qui connaît rien de la culture européenne, artistique, littéraire, musicale, sans parler de son histoire et même de sa langue, et qui la refuse. C'est ainsi que l'ont voulu les grands prêtres de la mondialisation, les fossoyeurs des nations. Pour eux, tout commence aujourd'hui. Il n'y avait rien avant. L'idée même de relever la tête ne nous vient même pas à l'esprit. Lobotomisation, oui. C'est pire que le mec paumé dans un asile psychiatrique, j'y crois pas. L'idée même de s'opposer à la pensée dominante, à la trahison des gouvernants, à la toute-puissante économie de marché, elle donne le vertige aux plus lucides, elle leur fait peur. Et on assiste progressivement et de manière accélérée à la disparition de l'homme libre. À moins de le reposer le credo de l'homme libre. Oui, pour ça, il faut se réveiller. Son esprit de résistance, son ancienne mémoire, qui ne s'est jamais perdue depuis les religions ancestrales européennes jusqu'à la civilisation chrétienne. Personnellement, ce credo me soutient comme un alcool fort. Mais avant d'en venir à l'esprit de résistance et à la guerre civile, qu'on nous promet, que nous promet la géopolitique, et tout est en place, à commencer par l'effondrement des économies, par les conflits intercivilisationnels sur le propre territoire lui-même. Je voudrais dire que mon credo, moi, je crois au catholicisme de mon enfance, à cette France que j'ai connue, celui du scoutisme, où les prêtres portaient des soutanes sans qu'on les traite d'intégristes, c'était comme ça à l'époque, à la Vierge, qui a guéri ma mère à Lourdes, oui, et en même temps au peuple de l'ancienne Gaule, bien avant que la France soit fondée, qui sont les peuples de nos patries charnelles, les terroirs, là où on veut que viennent voter des étrangers, qui ne connaissent rien à l'histoire des terroirs, qui peuvent influencer des décisions d'un conseil municipal, d'un maire. Alors déjà dans les terroirs, on appelait évidemment de tradition locale, qu'on appelait folklore il n'y a pas très longtemps. Tout ce qui appartient à l'âme profonde du terroir, qui faisait sa différence. Christianisme et ce vieux paganisme des religions ancestrales, ce sont deux courants identitaires que je considère comme deux épées croisées. Notre histoire, même liée à la pollution, à la confusion par une bande de traîtres, elle ne disparaît pas avec le déclin de la civilisation européenne. Elle est comme ces volcans qu'on croit éteints et dont le feu coule sous la cendre. Et Martin Hirsch, le président de l'agence du service civique, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, marre des appellations de technocrates vides, il fait partie des pyromanes, des traîtres et des provocateurs. Ainsi, il a déclaré le 1er juillet sur Canal+, la vraie intégration, alors que ce mot ne veut plus rien dire, on ne l'utilise plus, la vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. Alors je signale que ses enfants à lui se prénomment Raphaël, Mathilde et Juliette. Alors il peut aller vomir ailleurs, pas obligatoirement sur un média de grande écoute. Et leur entreprise de démolition, elle ne s'arrête pas à quelques phrases provocatrices. Il y a longtemps que la France a été frappée au cœur, mais son identité n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui. Quel temps de chaos peut rivaliser avec celui qu'on vit aujourd'hui, Les nouvelles armes des agents de la mondialisation, c'est aussi le révisionnisme des manuels scolaires, déjà vidé de toute référence à l'histoire nationale, à sa grande mémoire, toujours dans le but d'effacement de l'identité européenne, de ses racines, de sa culture, de son histoire. Eh bien, ces prédateurs viennent de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, cette étude allemande, réalisée dans 5 pays d'Europe, est présentée le 15 septembre 2011, le mois dernier, par je ne parle pas l'allemand, le George Eckert Institute, qui insiste et souligne en rouge la conclusion de son rapport. Les manuels scolaires européens véhiculent des stéréotypes sur l'islam. Les musulmans ne doivent plus être classés comme un groupe à part, composé d'immigrés non européens, dont les traditions empêchent une intégration.
Attention, le George Eckert Institute qui balance ça, c'est pas un simple cénacle de pollueurs sans importance, hein, qui ajoute leur roi à celle de tous les salopards qui ont violé la France et les autres nations d'Europe. Hein. Cette fois-ci, les adeptes du grand marché mondial, ils utilisent l'artillerie lourde. Ils ont pour eux le pouvoir, des relais puissants et tous les moyens de pression, puisque dans la charte du Conseil de l'Europe, il est recommandé, je lis, au gouvernement des États membres et à leurs ministres qui y appartiennent, qui sont nos ministres ou des ministres d'autres pays d'Europe, il leur est recommandé de contribuer à faire connaître aux enseignants et auteurs du manuel scolaire les travaux du George Eckert Institute. Ce qui sous-entend qu'à partir de ce rapport rendu public le 15 septembre dernier, chaque ministre des États membres se verra dans l'obligation de modifier l'image de l'islam dans les programmes scolaires. Alors, ça devrait suffire pour que le citoyen de ce pays, le français de souche, ce qu'il en reste, se réveille dans la peau de l'Indien à qui on a volé sa terre, son histoire. Nous y sommes. La France est gravement malade. Elle a besoin d'une unité de soins intensifs, d'une chirurgie de guerre pour retrouver son honneur, sa mémoire et servir de repoussoir à l'énorme entreprise de démolition. Mais l'Europe identitaire est toujours debout. Il suffit d'ouvrir les yeux, hein, dans ses monuments, le nom de ses rues, dans son histoire. Il lui suffirait de faire le ménage chez elle, hein, et d'en finir avec les apôtres du mondialisme qui favorisent la dissolution et le désordre intérieur. Je pense à Ouria Boutelja, qui a balancé cette fameuse expression sous-chien à la télévision pour parler du français de souche. Un mot sous-chien qui n'existe pas, hein, donc c'est une injure. Ce mot n'a jamais existé, elle a créé toute pièce. Ouria Boutelja, j'aimerais bien un jour, moi, l'inviter dans un débat public avec un Français identitaire, comme Philippe Bardon ou quelqu'un d'autre, peu importe. Un débat sans haine et sans violence, hein, comme dirait Spaghieri, un débat d'idées avec des réponses, parce que je préfère quand même son adhésion identitaire, celle à sa propre culture, à sa propre communauté, que celle des pollueurs de SOS Racisme. Mais Souchien, c'est à moi qu'il s'adresse. Et ça se passe ici, en France, c'est là où ça pose problème. Alors le défi est lancé si elle veut y répondre. On est où aujourd'hui? Eh bien, le numéro 1 à abattre, l'ennemi numéro 1, c'est le mondialisme. Il n'y a pas de secret. Dans les traditions scandinaves, les temps actuels sont appelés le temps du loup. Ça représente la fin d'un cycle historique dans les traditions scandinaves, une période d'obscurité et de violence appelée aussi l'âge sombre, l'âge des conflits. Je prépare un livre qui a justement pour titre le temps du loup. Mais le loup, c'est aussi le symbole de la résistance. Il est cet animal noble des forêts d'Europe qui vit en meute, c'est-à-dire en clan, loin des montreurs d'ours et des dresseurs d'animaux, le contraire d'un chien de collier. En même temps, il s'oppose aussi au sentimentalisme bélant de cette fin de siècle, de cette fin de cycle en même temps, parce qu'il fait peur et qu'on ne peut pas l'enchaîner, à moins de l'abattre. Alors face à une guerre civile, c'est cet esprit qu'il faudra retrouver et opposer. On ne peut pas agir de façon frontale, à l'ancienne. Manque d'effectifs, manque de moyens, restera à ce moment-là la clandestinité. Et le recours aux forêts, comme les sudistes de John Mosby, tout cela est bien montré dans le film Chevauché avec le diable, un western sur les actions de Mosby pendant la guerre de sécession, vivant en forêt, dormant chez les habitants, ou dans le film Aube rouge, Red Dawn, sur la résistance à l'envahisseur, quand celui-ci est en surnombre, les méthodes. C'est aussi un état d'esprit qui seul peut répondre au chaos et à la violence qui va venir. On doit se dégager de ce défaitisme larmoyant entretenu par les médias
qui nous fait renoncer au combat, à la défense de notre identité, et qui veulent nous faire accepter, la main sur le cœur, les flux migratoires, le remplacement de notre civilisation par une autre, et puis aussi les communautarismes antagonistes qui se partagent aujourd'hui le territoire. C'est bien ce que nous enseigne le loup. Redevenir dur, comme la pierre calée dans le cœur d'une fronde, imperméable aux pleurnicheries des droits de l'homme, qui sont la ruse ultime des ennemis de notre civilisation, sous peine de disparaître définitivement, submergés par la puissance démographique de l'envahisseur. On ne fait pas le poids devant. Voilà, pour commencer, on met les pieds dans le plat, en petite vidéo sociétale, on va dire, donc avec l'ami Jean-Paul Bourg, hein, qui est écrivain et puis surtout animateur. C'était un animateur sur la radio ici maintenant, à l'époque, que j'écoutais beaucoup. Et on avait droit à des émissions incroyables. Je sais même pas si ça existe encore au niveau de la radio, s'il y a encore des émissions comme ça qui sont encore possibles de faire des nuits entières à discuter de tout et de rien, mais en restant quand même focus sur un thème bien précis, avec des experts, des intervenants, des auditeurs de qualité aussi. Donc voilà, vous voyez, tout y est, un flux perpétuel de populations étrangères qui refusent le système français, la République, ses valeurs, son histoire, des populations nées en France qui refusent aussi la France, des gens qui, même après, malgré le fait d'être nés ici, et pour qui le fait de se définir français avant tout, c'est insupportable pour eux. Donc on préférera se sentir, je sais pas, malien, marocain, algérien, sénégalais, tunisien, que sais-je, mais jamais, jamais, au grand jamais, français. Même s'ils sont nés ici en France, ont grandi en France, ont été à l'école en France, ils se refuseront toujours de se définir en tant que tels. Ah ouais, nombreux sont ceux à qui la France a tout donné et qui, avec fierté, prennent plaisir à lui cracher à la figure en permanence, hein, les rebelles en carton. Genre là, qui me vient en tête, c'est tout de suite Rima Hassan, hein, là, on est en 2025, hein, c'est tout de suite, alors là, ce démon à qui la France a tout donné pourtant et qui passe son temps à lui vomir dessus, ainsi que sur les Français forcément. Alors elle, par contre, on va faire une petite parenthèse parce que là, le niveau emploi fictif, on est au top du top, hein, voilà, une personne députée européenne payée pour vomir sur nos valeurs et qui passe son temps en Palestine. Hein, l'Europe, les Français, la politique, faire des propositions pour, je sais pas, l'agriculture, l'économie, non, 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 ça l'intéresse pas. Ce qui lui fait, on va dire, ce qui lui fait bien mouiller le kéfier là, c'est la Palestine, faire une croisière humanitaire Instagram, hein, en mode bien débile, je fais la bouffe, enfin bref. Façon télé-réalité un petit peu, épisode par épisode, tout est bien scripté au final, c'est impressionnant c'est effarant en fait. Et en espérant en plus prendre au final, en sachant très bien qu'ils se feront arrêter, mais on a un coin de la tête, on se dit si on pouvait prendre un mauvais coup en direct ou que ça dérape, on pourrait se victimiser, mais pendant des années. Alors vous êtes un démon, Madame Hassan, ainsi que tout votre clique fanatisé qui vous entoure. Franchement, vous êtes à vomir. Alors ça va paraître incroyable ce que je vais dire, mais c'est vrai que dans certains quartiers, villes, voire régions entières, des fois, pour trouver une boucherie charcuterie traditionnelle française, c'est un vrai défi, mais je vous garantis. Hein, en exemple parmi tant d'autres, mais celui-ci est très très parlant, je trouve. Alors je répète pour que tout le monde comprenne bien. Je répète, trouver en France une boucherie traditionnelle française qui propose du porc sous toutes ses formes, eh bien, dans de nombreux endroits en France, c'est quasi impossible. Méditez là-dessus. Et puis, il y a tout ce côté aussi effacement de valeur et on se fait asseoir dessus, hein. Je vous mets au défi d'imposer la côte de porc dans les cantines scolaires en Algérie ou en alternative au couscous, au nom du pluralisme. Eh ben, chez nous, c'est possible. Hein, malheur aussi à la jeune femme malienne ou marocaine de tradition musulmane de tomber folle amoureuse d'un petit Français blond aux yeux bleus, non musulman. Je pense qu'au niveau familial, ça sera pas bien perçu, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le discours imposé serait normal. Il faut les comprendre, c'est leur tradition, leur religion, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, un peu de tolérance, enfin, vous êtes raciste. Et à l'inverse, le Français qui refuse que sa fille se marie avec un musulman est automatiquement disqualifié et qualifié de raciste. Allez hop, terminé, il n'y a même pas de débat à avoir. Facho.
Mais il y a plein de discours comme ça qui font que vraiment on se dit mais où on est quoi. Si vous dites à un Chinois par exemple la Chine aux Chinois, bah il sera d'accord. Et tout le monde sera d'accord. L'Algérie aux Algériens, le Maroc aux Marocains, les Comores aux Comoriens, il n'y a pas de problème, c'est d'une logique implacable, c'est le bon sens. En revanche, attention, je me lance, la France aux Français. Alors bah là, vous avez tout le monde qui se roule par terre, et vous êtes le facho de base, c'est dingue cet état d'esprit. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça complètement fou, quoi. Alors j'ai souvenir d'une interview de... comment ça s'appelait? Alors je sais plus, une hystérique je sais pas si c'est une écolo ou je sais plus... je sais plus, son nom va me revenir, mais là pour l'instant on va voir. Je développe et on va voir, ça va me revenir. Je crois que c'est une écolo, enfin une journaliste, enfin il se dit journaliste ou pseudo, enfin bref. C'est le genre de personne qui fait partie du collectif Adama Traoré, Justice pour Naël, enfin la police raciste, la police tue, la France et les Français sont tous des racistes, colonialistes, et qui voit, je sais pas, la haine de l'islam à toutes les portes et dans à tous les coins de rue. Donc cette dame qui s'appelle Diallo, voilà, s'appelle Diallo. Alors j'ai oublié le prénom, hein, désolé, je perdrai pas mon temps à aller le retrouver. J'ai autre chose à faire. Donc cette personne, on va en parler, hein, cette personne qui passe son temps à raciser tout le monde et être dans la victimisation permanente, cette personne donc était outrée de... faut revoir l'interview, je sais plus où j'ai vu ça. Donc cette personne était outrée de voir que lorsqu'elle tapait française sur internet, eh bien il leur sortait des photos de femmes blanches. Et aucune femme noire. Et alors donc ça pouvait pas supporter quoi. Donc elle déduisait que par conséquent c'était scientifique, la France est raciste, voilà, terminé, fin du débat, vous êtes contre ça, vous êtes raciste. Mais ma pauvre fille, tu trouves pas que, je sais pas, tu trouves pas plus choquant que quand tu tapes malienne de voir une femme noire? Peut-être même en tenue traditionnelle. Idem, si tu tapes japonaise, t'auras une femme asiatique et pas une européenne ou une africaine. Ça te pose pas de problème. Franchement. Alors à tous ces gens qui voient des racistes partout en France et qui se sentent opprimés, traqués par des hordes de fascistes, de racistes, eh bien rien ne vous empêche d'en partir et d'aller dans un pays qui vous convient et vous serez heureux. Vous savez que le monde est grand, hein, vous pouvez partir quand vous voulez, billet d'avion, hop, bye bye. Si vraiment c'est insupportable pour vous, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de problème, pour ma part. Moi, je dirais ce genre de personnes maléfiques, oui, maléfiques. C'est des gens maléfiques parce que ce genre de personnes n'ont d'autre but dans leur vie que de nous diviser et en se victimisant en permanence. Franchement, c'est vraiment, c'est insupportable. Et puis, dans quel pays voit-on autant de personnes issues de la diversité en tant que, je sais pas, ministre, député, maire, etc. Vous imaginez un blanc ministre au Mali? Vous avez le concept là, visuellement? Un asiatique ou un africain au gouvernement algérien. Vous avez le visuel là? Ou un noir au gouvernement chinois. Ça vous parle ça? Vous imaginez le truc? Non, mais là, ça vous choque pas. Ça vous choque pas. Non, pareil pour l'équipe de France ou le bon vieux PSG et leur t-shirt floqué Qatar payé par le Qatar et qui appartient au Qatar. Bon là c'est la totale. Hein, l'équipe de Paris, capitale de France, aussi dénaturée, ça me désespère. Franchement, ça me désespère. Sans parler des émeutes suite à la finale, là, franchement, on va pas rentrer là-dedans, mais bon, c'est honteux, quoi. Vous vous rappelez la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, une équipe composée d'Argentins. Voilà. Et là, il n'y a rien de choquant, je trouve. Bon, alors, arrêtez les petits rageux de faire passer la France pour un pays raciste et de faire passer tous ceux qui l'aiment et qui en sont fiers de par notre histoire, nos valeurs et notre immense culture. Arrêtez de faire passer pour des racistes et des fâcheux ceux qui aiment leur pays. Enfin, c'est incroyable. L'immigration massive telle qu'elle se produit, moi je sais pas, je prends le métro, la ligne 13 tous les jours, j'entends pas parler français, je suis désolé. J'entends pas, alors j'entends parler toutes les langues, pas le français. Comment? Mais j'ai lu dans une des chartes de l'association France Terre d'Asile, dans leur, je sais plus, bon, j'ai lu que actuellement
On pouvait devenir français simplement, il fallait simplement parler le français. Il n'était pas nécessaire de l'écrire, hein, ou de le lire. Ça veut dire quoi, ça? C'est de la déculturation. On ne parle pas des mêmes personnes, là. Tu vois, les gens dont tu parles, ils existent, ils sont même minoritaires, je crois, en plus. Et il y a ce travail. Alors, ce travail n'est possible, fait par la CIA ou d'autres, que parce qu'il existe une immigration communautaire, groupée de façon communautaire, repliée sur elle-même avec ses propres règles, son propre code. Moi, à Saint-Ouen, là où j'habite, les soirées de quartier, par exemple, c'est tam-tam toute la nuit. Bon, j'aimerais aussi entendre des chants de la vieille, de ce vieux Saint-Ouen populaire. Ils n'y sont pas. Il n'y a même pas ce quota-là qui est respecté. Ils sont zappés. Il y a une chape de plomb qui est coulée dessus, ça n'existe plus. Il y a un équilibre à trouver qui commencerait d'abord par retrouver nos racines, notre identité bien sûr, et rappeler à ceux qui viennent. Attention, et c'est pas notre identité, c'est pas la République avec ses valeurs démocratiques. Ça, c'est de l'enfumage et c'est des conneries. Hein. C'est des mots vides, ça correspond à rien. On a baisé les gens avec ça. Les valeurs citoyennes, républicaines, ça fait bander les gens, ça? Pas du tout. Faut arrêter les conneries, ça les endort, oui. Mais c'est devenu sacré comme une nouvelle étape de la loi. Hein. Et pour les musulmans patriotes, je le dis avec d'autant plus de force que j'en compte parmi mes amis et que, voilà, que je connais des gens qui sont d'origine algérienne, marocaine et qui ne pensent pas du tout à retourner au bled un jour, qui ne fantasment pas du tout sur un bled en plus qui est souvent, oui, rêvé, utopique, qui n'existe pas. Et justement, ce sont des gens qui, Il y en a, oui. voilà, qui sont musulmans et qui disent aimer la France oui. plus que tout, qui connaissent l'histoire de France, même parfois mieux que certains Français de souche. Donc voilà, ces gens-là. Parfois, oui, que certains Français de souche, Voilà. entièrement d'accord avec toi. Bien sûr que oui. Ces gens-là, il ne faut pas non plus Mais une majorité de exclure. Français de souche qui sont complètement lobotomisés, Voilà. on est bien d'accord là-dessus. Ceux-là, c'est des poids lourds, enfin, des boulets à traîner. Mais oui, non, bien sûr que oui. Mais je vois sur des sites comme celui d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, par exemple, je vois des musulmans accueillants, bienveillants, venir me parler sur Internet, dialoguer avec moi. Je parle avec eux en toute amitié. Et certains ont une tendance, pas tous, mais à vouloir me convaincre. C'est là où je trouve qu'il y a un piège quelque part, je ne comprends pas bien. Que mes ancêtres, on va dire d'Européens, je ne sais pas comment ils les appellent eux, viennent de Mésopotamie. Ça, c'est leur nouvelle trouvaille. Désolé, ça ne marche pas avec moi, ce plan-là non plus. On ne va pas me faire naître en Irak. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est tordu, ça. Mais tel que tu en parles, toi, patriote et combattant le compresseur du mondialisme, on est bien d'accord? Bien sûr que oui. Alors voilà, si vous trouvez que la France est un pays raciste, mais pourquoi vous restez? Pourquoi les clandestins veulent tous venir ici? Et pourquoi quand ils se font expulser, tous leurs trucs, tout ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est se faire expulser et surtout ne pas partir. Et s'ils se font expulser par chance, leur seule obsession, leur seul but, c'est de revenir. Donc non, la France n'est pas un pays raciste. D'ailleurs, on en parle des Africains qui se font virer à coups de bâton et femmes, enfants expulsés dans le désert au Maroc sans vivre. On en parle. Et quand vous leur demandez aux Marocains, ils vous disent bon, bah, on veut garder notre culture, notre art de vivre, notre douceur de vivre, notre façon de vivre. Idem pour les racailles qui mettent le bazar chez nous, les Tunisiens marocains disent mais pourquoi vous laissez faire? Ça nous met la honte, ça nous fout la honte. Donc, conclusion, arrêtons de se faire rouler dessus, et il faut savoir se faire respecter, et on a largement les moyens de le faire. Mais bon. Allez, on passe aux interventions des auditeurs et leurs ressentis à cette époque. Je rappelle qu'on est en 2007. Eliane. Salut Régis. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je voudrais saluer ton invité, Lysandre. C'est pas mon invité, c'est Jean-Paul Bourg, c'est lui l'animateur. Voilà, comment? J'ai pas compris. Je dis, c'est pas un invité, il est là un jeudi sur deux, c'est l'animateur de cette tranche horaire. Eh bien, je trouve que c'est très courageux de cette réflexion que tu as posée. D'autant plus qu'elle est très très difficile à poser parce que automatiquement je sens que de toute façon là il y en a qui vont rappeler après, il va se déverser tout un tas de choses, voilà, donc automatiquement ce genre de réflexion va être cantonné, voilà, c'est extrême droite, c'est facho, c'est tout ce que vous voulez, alors que ça ne fait que
que simplement de décrire, je dirais, le grand trouble dans lequel on est, cette espèce de mélasse avec un mélange de cultures qui ne se mélangent pas, qui ne s'homogénéisent pas, Ce qui est vrai, et qui ouais. ne s'homogénéiseront pas de toute façon. On l'a vu quand on voit, bon, par exemple, dans les écoles, les gamins qui sont issus de familles arabo-musulmanes ou maghrébines, hein, sans mettre la religion dedans. On sent que même que 3-4 générations après, il y a quelque chose qui n'est pas pacifié, qui ne se pacifiera pas. Tout simplement parce que nos amis mondialistes et puis nos amis immigrationnistes, eux, c'était pas. En fait, ils rêvaient. C'est des gens qui sont naïfs, mais ils sont naïfs aussi par intérêt. Hein. Quand il y a des intérêts, finalement, on fait comme l'autruche, on met sa tête et son cou dans un trou, puis on fait le gros dos. Hein. Donc, Non, puis ils sont manipulés, lobotomisés surtout, oui, par les médias, les grands moi, médias. je vais vous donner un petit exemple par rapport à cette radio que j'écoute assez souvent. Moi, je constate depuis quelque temps, je constate que dans les gens qui appellent, je constate que massivement, d'une manière assez massive, il y a, je dirais, une espèce de thématique d'opinion qui est distillée et qui en fait, grosso modo, je dirais, favorise la thématique anti-Occident, anti-Israël, vous savez, bon, voilà, et puis pro-arabe, pro-musulman. Je le constate dans les débats, hein, et c'est prégnant. Hein, je me suis demandé si Ça c'est maintenant, étonnant avec quand une même couleur politique, une couleur idéologique. que le président tunisien aujourd'hui islamiste se démarque des mollahs iraniens. Tu vois, on sent bien encore toutes les stratégies politiques mises Oui, en mais place, ce que je puisque voulais l'Iran dire, est c'est diabolisé par tout le simplement monde. les gens Hein. qui interviennent sur la radio, qui ont, très souvent, c'est des gens qui ont une origine maghrébine ou arabo-musulmane. Bon, ils ont leur opinion, je la respecte, mais en fait, c'est des gens qui habitent ici, qui habitent en France. Et donc qui téléphonent à cette radio pour distiller une opinion qui ne serait pas une opinion d'ici, quoi, qui serait, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est très marrant, finalement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve à cohabiter avec des strates humaines qui sont respectables, moi que je ne critique pas, je suis pas pour la ségrégation, je suis pas pour le rejet de l'autre. Je dis simplement que le bon sens invite à se dire que finalement, est-ce que nous pouvons vivre tous ensemble? Moi je ne le crois pas, et beaucoup de gens ne le croient pas. Bien sûr, il faudrait une Outre sagesse, qu'ils ont montré mais... nos compatriotes et nos amis arabo-musulmans et vu ce qui se passe maintenant, les prières de rue, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe maintenant dans les Oui, bien piscines sûr. unisex, enfin bon, on voit bien qu'il y a quand même c'est un changement de paradigme, quoi. Une C'est un changement de arrogance paradigme. et une prise de pouvoir locale quand elle est possible. Oui, mais s'il y a une Et influence sur les lois, prise de pouvoir, aussi. parce qu'en face, c'est des ventres mous. En Oui, face, bien sûr que oui, bien sûr que oui. c'est les bisounours et compagnie, parce que finalement, on est un petit peu bisounours, hein. Voilà, France, terre d'asile, terre d'accueil, oui, mais bon, voilà, quelque part... Attends, faut arrêter les conneries. France, terre d'asile, ça veut dire, le mot est très beau, hein. c'est le cheval de Troie, C'était voilà. l'asile au Moyen-Âge, dans les monastères et les églises, pour les proscrits et les hors-la-loi. Pas pour les immigrés, rien à voir. Dans les années 70 ou 50, je ne sais plus, ça a été pour les gens qui sont menacés pour leur religion et leurs croyances dans leur pays d'origine. Hein. Bon, là on peut comprendre aussi. Mais maintenant, c'est devenu une grande porte ouverte, où tout rentre dans un fourre-tout maintenant. Et ça arrange pas mal de gens, bien sûr. Et en même temps, notre quotidien est entièrement modifié, puisque moi, qui ai connu les années 50, je ne reconnais plus rien, plus aucun référent, plus aucun point de repère, tout a été noyé. Tu vois, un livre d'histoire de France comme celui-là, là, des années 50, on apprenait l'histoire dans la chronologie, hein, que j'ai gardé encore, le voilà. Mais il est jeté aux orties. L'histoire maintenant s'appelle Histoire, tout simplement, et non pas Histoire de France. La France est déjà passée à la poubelle, hein, aux oubliettes. C'est le grand marché, le grand marketing, on a besoin où tout a disparu, toute différence et identité. Et l'identitaire est toujours là. Prends les noms des stations de métro, les saints du calendrier, les noms des rues. Tu as toute l'histoire qui est inscrite et gravée dans la pierre.
mais tout est zappé, c'est devenu, on dit, allez, on va à Trocadéro, on va, je sais pas, à Cambronne, et c'était Waterloo, c'était le fameux mot de la vieille garde de Napoléon, enfin, etc., toute l'histoire est là. Mais on prononce le mot vide de sens, tous ces mots sont vides de sens, maintenant ils sont utilisés, comme le mot McDonald's, c'est la consommation, c'est des mots courants, tout est vidé de son sens, et personne ne fait rien pour une pédagogie de la reconstruction du sens. Oui. Mais ce qui est vraiment frappant par rapport à ici et maintenant, c'est que je me suis demandé si, quelque part, il y a une sorte de lobbying naturel qui se fait par rapport à cette culture arabo-musulmane qui maintenant... Bon, Non, mais chinoise aussi, du prends Belleville, c'est les Chinois à Belleville. Hein? Je peux finir? Oui, ben, excuse-moi, il y a les Chinois. Non, je veux dire simplement que maintenant, on se retrouve avec des personnes, avec des gens qui influent dans les idées, comme si finalement, alors ils habitent ici, mais en même temps, ils sont dans quelque chose d'offensif, quoi, d'hégémonique. C'est-à-dire que, bon, vous avez vu la déclaration d'un responsable du parti tunisien, là, Ennahda, là, ouais. Qui disait que la langue tunisienne, c'était la langue officielle de Tunisie, et que le français était une pollution, quoi. Mmh. Vous vous rendez compte de la violence? Imaginons qu'on parle comme ça au niveau officiel, ça c'est énorme. Vous vous rendez compte de la violence du propos? Mais bien sûr, tout ça c'est tous les jours, tout ton journal, dans la presse, on voit bien ce que le monde est devenu. Hein. On est minoritaire et en voie de disparition. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas échapper à ça, où on va se cacher dans un trou, où on entre en résistance un jour. C'est nécessaire, un jour maintenant. Parce mais là, que la résistance, vous ne pouvez même plus la faire. Par exemple, sur la radio, l'antenne libre de Ici et Maintenant, vous êtes complètement minoritaire quand vous intervenez. Quand vous avez à chaque fois des thématiques et qu'à chaque fois ceux qui interviennent, c'est grosso modo pour faire la logorée anti-Occident, culpabilité postcoloniale, tous ces trucs-là, anti-Israël, voilà, enfin c'est libération des peuples opprimés arabes. Régis, si je peux t'interrompre, je pense que c'est un faux... On sent que le bout de gras, c'est toujours le même. Ils veulent toujours en arriver au même bout de gras. Régis, je pense que tu fais un faux procès à la radio parce que cette radio est avant tout le reflet de ses auditeurs. Et si... le reflet des auditeurs, apparemment... c'est peut-être que tu penses, mais si tu n'es... Dans une typologie d'auditeurs qui... Non, on va rien glaner du tout, ce sont les auditeurs qui nous appellent, juste pour... ils sont massivement, ils occupent bien le terrain. C'est possible, mais si tu considères que tes idées ne sont pas défendues à l'antenne, c'est ta responsabilité de prendre ton téléphone et de nous appeler pour, comme tu l'as fait ce soir. Moi, si j'appelle, on me traite de Front National et tout ça, quoi. Maintenant, par rapport à Israël, c'est leur opinion de nous faire le procès. En fait, ils habitent en France et ils font le procès de la France, c'est ça qui est incroyable. Oui. Et vous, quand vous appelez, bon franchouillard, vous appelez, mais alors il y a toutes les foudres qui tombent. Hein. Bon, mais tu as certaines associations d'extrême gauche, s'il te plaît. Régis, à mon propos, c'est pour me ranger c'est dans Régis l'extrême droite. Alors que moi, je ne voterai jamais l'extrême droite. Je suis pas pour je suis pas pour le rejet de l'autre. Je dis simplement que il y a quand même, on est arrivé. Moi, je reconnais plus mon pays, tout simplement. Mais tu as pas mal d'associations, Régis, s'il te plaît, tu as pas mal d'associations d'extrême gauche ou pas, la main sur le cœur, peu importe, qui entretiennent cette espèce de haine de la colonisation, de ce qui a été subi, de l'esclavage, etc., qui entretiennent la haine, et ce sont des Français, ceux-là. Régis ? Oui, ce sont des Français Français de papier, quoi. Oui, de papier, oui. Même s'ils sont français de souche. Alors, il y a beaucoup d'éditeurs en attente, donc... Merci Régis. Je vais vous laisser, mais là... Je voulais dire que pour Israël, on a le droit aussi d'être critique, je suis désolé. Hein, excuse-moi, on peut être critique dans tous les domaines. Hein. Merci Il n'y Régis. a pas de tabou. Hein. Et je vous soutiens. Merci à toi Régis. Donc voilà, pour les auditeurs, c'était intéressant, c'est leur ressenti, c'est assez cash, mais c'est respectable, hein, c'est leurs mots, c'est ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Donc je rappelle encore une fois qu'on est en 2007, aujourd'hui on est en 2025, donc forcément les personnages politiques, entre autres, ce sont plus forcément les mêmes, hein, genre Sarkozy, à un moment ça parle Strauss-Kahn, mais bon, a-t-on changé pour autant de politique? Eh ben pas du tout.
Justement, c'est pire. C'est du 500 000 personnes qui rentrent en France chaque année, légalement ou illégalement. Et pour ceux qui doivent se faire expulser, ben ils restent quand même. Parce que on est bien en France, hein, ce sale pays de racistes. On va accueillir à présent Eliane. Salut Eliane. Oui, bonsoir. Eh bien, Bonsoir. écoutez, tout a été dit là, presque. Moi, j'ai presque plus rien à dire. Je suis complètement de votre avis. Moi, je pense que personnellement, l'islam n'est pas compatible avec la République française. Enfin, en tout cas, l'islam, au départ, il est toujours très calme, et après, il devient de plus en plus intégriste. C'est-à-dire, ils font le gros dos, et puis petit à petit, ils grignotent du terrain. Mais ça fait longtemps que ça a commencé. Ça a commencé avec l'immigration que De Gaulle a fait venir. Il n'a même pas protégé les harkis, alors que les harkis étaient pro-français. Il y a beaucoup de harkis qui nous détestent maintenant, mais qui sont quand même beaucoup plus intégrés que les autres. Ils ont raison de nous détester, hein. Pardon? Oui, Ils ont raison de nous détester, hein. Ils ont le droit, hein. Ils ont le droit, et ils ont de quoi. Mais moi, je pense que personnellement, il fallait pas faire une immigration comme ça. Il fallait faire une immigration, ça date des années 60, ça, la dégénérescence. Hein. Et le regroupement familial. Le regroupement familial, etc., etc. Alors là, maintenant... L'accueil des mineurs c'est ingérable, c'est ingérable. étrangers. C'est ingérable. Et de toute façon, ils imposeront de plus en plus leurs lois parce qu'ils seront de plus en plus nombreux, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, le poids démographique est très important. Voilà, Bien sûr voilà. que oui. Et c'est ça. Dans tout le déclin des civilisations, tu retrouves ce Absolument, paramètre-là. absolument. Et l'islam, c'est une religion qui, à part quand elle est pratiquée par les soufis, c'est une religion conquérante et c'est un code civil. Alors le soufisme, c'est autre chose. On parle de Oui. mystique, on parle Oui. de gens pratiquant l'illumination et la recherche divine. Voilà. La relation Donc, directe avec Dieu, oui. c'est autre chose. C'est pas pareil, hein, mais nous, on n'a pas affaire à des gens comme ça. Ils sont politisés et en plus, ils nous détestent. Hein. Le soufisme, c'est l'islam des poètes et des Voilà. visionnaires. C'est une culture complètement différente et les Français, les Européens en général, ne défendent pas leur culture. Ça, je suis complètement de votre avis. C'est vrai. Complètement de votre avis. Et je ne sais pas si la réaction sera un Mais jour, qu'est-ce que mais tu veux comme vous dites, défendre elle dans la sera- mesure où les gouvernants, les responsables, les pédagogues, les instituteurs, les professeurs font le contraire de ce qu'on doit Bien faire. sûr, ils sont d'extrême gauche et ils sont pro-musulmans. Donc défendre une culture, c'est la défendre Ils ne défendent pas, ils la connaissent même pas. comme l'ont fait les sudistes aux Ils ne la États-Unis, connaissent pas. c'est-à-dire un jour par les armes. Ouais. Exactement. Et l'extrême gauche, c'est leur électorat. C'est pour ça qu'ils veulent les faire voter au cantonal. Et quand ils auront voté au cantonal, ils seront maires ou ils seront chefs de canton, je sais pas comment ça se passe. Tu te rends Et- compte, les cantonales, c'est les terroirs. Mais oui. On va les c'est- polluer les terroirs. Les villes sont déjà infectées. Les terroirs, ça devrait être une population locale attachée à ce terroir, qui connaît le terroir et qui prend des Bien décisions. Le maire, bien souvent, moi je viens d'une petite commune d'Auvergne, le maire est issu de familles paysannes, connaît parfaitement ses concitoyens, sait réellement comment fonctionnent psychologiquement par leur histoire les gens de ce terroir. On va parachuter des gens venant de l'extérieur, extra-européens, qui vont prendre des décisions dans ces petites localités-là, mais je rêve. Mais moi aussi, je rêve. J'hallucine. Personne réagit, hein. Personne, hein. Tout le monde dit c'est bien, moi j'en reviens pas. Je suis de votre avis. Merci Eliane. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup Eliane, au revoir. Salut Igor. Salut. Moi j'entendais une dame là, qui disait qu'il y avait une immigration sur Charles de Gaulle. Moi j'étais à Villers-le-Bel de 73 à 79. Je peux vous dire, en 73, il y avait une famille nord-africaine dans tout Villers-le-Bel. Donc l'immigration de masse, elle a commencé en 80. Oui, Ça a commencé en 1976, voilà, dans ces années-là. Non, non, mais 80. Avec non, Giscard, 76, déjà, Après, oui. il y en avait 10. Hein. Je m'en souviens très bien. J'étais à l'école maternelle, après à l'école primaire. Pompidou, déjà, oui. Mais bon, c'est vrai qu'elle est N'importe quoi. exponentielle, elle est Il y avait des exponentielle. charcuteries, il y avait que des Oui, commerçants. bien sûr, il y a moins de problèmes. Oui, complètement. On reconnaissait encore autour de nous. Moi, quand je vois ces films noir et blanc des années 50 sur la France d'une époque, où on voit la foule se déplacer dans les rues, où on voit les magasins, le quotidien des gens. Mais c'est une Atlantide engloutie, ça a disparu complètement. C'est pas Ouais, normal. après, moi j'étais en 79, j'étais dans le 19e, il y avait encore des abattoirs de la Villette. Là. Ouais, ça Ils ont aussi, fermé, je me en souviens. 79. Ils ont été fermés, oui. Ouais. Et il y avait que des commerces français partout. Maintenant, quand je retourne dans le 19e, il n'y a plus un commerce français. Bien d'accord. Mais Le autrement, paysage il y a des- quotidien a ce que je changé, voulais oui. dire, il y a aussi il y a des gens, il y a des Antillais, ils sont pareils que toi. C'est pas une question de faciès. Mais non, pas du tout. Le problème, il n'est pas là.
C'est une Un question. entier qui veut acheter du boudin, tu vois, il est comme un Auvergnat, quoi. C'est pas... Oui, oui. Il est dans un quartier. Il faut qu'il le peut faire cherche. 4 km. Moi, tu sais, la bouffe que j'achète, je regarde en détail les étiquettes. Si c'est halal, j'achète pas. Désolé. Je mange pas une bouffe Ah sur bah, laquelle moi on non a plus, fait des ouais, prières, ça ah, m'intéresse. En plus, on moi, sait je qu'il y a demande une partie du fric français. qui va aux organisations musulmanes, ça ne m'intéresse pas de leur filer du fric, puisque ce sont des organisations religieuses. Et en même temps, je ne bouffe pas une bouffe qui a été instrumentalisée par des prières. Moi, je crois à ces choses-là, tu vois, à ces influences-là. Je cherche une bouffe identitaire, je la trouve plus, elle n'existe plus. Ou alors, il faut la chercher Ouais, ou à si, l'autre bout de Paris, j'en quoi. trouve à Ou Paris. alors, elle est très Ouais, t'as chère, des elle est très endroits, faut chère. faire 4 km, Hein, ouais, complètement. 2 km pour en trouver un. Moi, je voyais l'autre fois, je te dis, du thon, je regarde, Thaïlande, bon, Côte d'Ivoire. Putain, il n'y a pas un thon breton ou un thon de Terre-Neuve ou des côtes. J'ai mis du temps pour en trouver un, je vois le prix 2 fois plus cher. J'y crois pas, quoi. Mais les Terre-Neuvas, t'as dû connaître, ils les ont fermés en 74, parce qu'ils partaient de Bretagne pour aller à Terre-Neuve. C'est chez la morue, le truc. Allons à l'Orient, mais c'est pareil, bon, ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais on va au chaos, ça c'est clair. Hein. On ne Ouais, revient ça, pas en j'ai- arrière. On revient pas en arrière. Ça a été trop loin. C'est exponentiel. Ça a été trop loin. On ne peut pas freiner. On va au chaos économique d'abord, bien sûr, mais tout est lié. Tous les paramètres sont en place pour que ça explose un jour prochain. Et à ce moment-là, ce sera à nous de nous définir, de nous positionner. Ou être complice, ou aller se planquer, on a le droit, hein, après tout, envoyer une montagne, changer de pays, ou entrer en résistance. Ok. Bon, moi, On je peut déjà le préfère faire la maintenant. Ça, Troisième c'est- Guerre mondiale, moi, parce que, franchement... Ben, Après, s'ils veulent tu sais qu'en 2030, la Chine sera quasiment l'une des plus grandes puissances économiques à l'échelle mondiale, quoi. Voilà. Donc, Ouais, mais là, s'il y en a un qui la veut donne n'est faire plus la même, là. Hein. entre le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël, ils les rasent tout de suite. Hein. Le premier qui fout une bombe quelque part ou une attaque terroriste, c'est fini pour eux. S'ils veulent jouer les terroristes avec leur gouvernement islamiste, ils sont mal partis. Très très mal partis. Parce que les Japonais, ils n'hésiteront pas une seule seconde et les autres non plus. Et les Russes non plus. Ouais, mais les Russes, on ne sait pas de quel côté ils viennent. On a besoin des Russes. Moi, je crois à l'axe Paris-Berlin-Moscou. Cet axe géopolitique. Je ne sais pas si les Russes, ils entreront... Ben, peut-être pas, mais ils je sont dis qu'on alliés à la aurait Chine, besoin des à- Russes qui appartiennent, désolé, ils appartiennent à l'Europe, hein, ce sont des Européens. Ouais, non, bien sûr. Mais vu On qu'on les les a considère isolés- comme extra-européens, j'y crois pas, quoi. C'est des Européens, les Russes, attends. Ouais, mais on Même les plus a européens que isolés nous, à la depuis- limite, par depuis leur 20 ans. enracinement à leur tradition encore aujourd'hui, tout de suite. Ayant évacué le communisme, qui était après tout qu'une chape de plomb qui couvrait... il a fallu les dégager et tout était intact dessous, quelque part. Ce qui n'est pas notre cas. On était pollué, infiltré jusqu'à la moelle. Donc tu peux tout enlever, il ne reste plus grand-chose. Ce n'était pas le cas en Russie. Hein. Tu virais le marxisme, la Russie était intacte dessous. Mal en point, hein. Mais résurgence de la Ouais, religion comme la orthodoxe, Serbie. Quoi. comme la Serbie aussi, oui. Il y était encore des pays Et on les identitaires. a... Regarde les Serbes, on les a laissés tomber, on continue, là, c'est dégueulasse. Ben, bien sûr, et actuellement aussi. On ne va pas parler de Serbie tout de suite, mais que fait la CAFOR aujourd'hui? Elle est des Albanais musulmans contre les Serbes. Ben, bravo, les forces de l'OTAN, tu vois. Ça, c'est encore toutes ces magouilles OTAN en tête, comme on l'a vu Alors en que Libye. Quoi. historiquement, c'est l'allié de la France, la Serbie. Depuis 1914, oui. Mais moi, je suis aussi bien pour les Serbes que pour les Croates. Il faut une alliance entre les Serbes et les Croates. Cette guerre qui s'est faite entre eux, c'était une division-explosion de la Yougoslavie, elle est aberrante quelque part aussi. La Croatie, j'étais en Croatie au début de la guerre, c'est un pays que j'ai aimé. Peut-être parce qu'il était catholique comme moi, et j'étais pas orthodoxe, et j'ai aussi une grande passion pour l'orthodoxie et sa ferveur en tant que religion, à la différence du catholicisme, plus basé sur l'Esprit Saint, sur la lumière quelque part, et en même temps plus ancré dans le quotidien et même le politique de ces pays-là, sur la Grèce aussi. La Grèce qui est à genoux tout de suite, à cause de ces salopards du FMI et ces manipulateurs de haut vol. Tu parles de haut vol, c'est des sales bestioles qui volent en rase-motte. On peut les dégommer, ce sera notre première cible. Enfin, je parle de façon métaphorique, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que je prendrai un flingue demain. Ça va finir, mais ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. Non, on va s'inscrire dans les sociétés de chasse ou dans les clubs de... Ouais, Merci à toi, Igor. bah, merci beaucoup. Merci Igor.
Igor Stravinsky. Et il y a encore beaucoup d'éditeurs en attente. On va accueillir Vas-y, Raphaël à présent. Salut Raphaël. Oui, bonsoir Pierre. Pas Pierre, bref, peu importe. Jean-Paul. Jean-Paul. Salut Raphaël. Donc je veux déjà revenir sur un point vis-à-vis du Marocain qui parlait, du monsieur Marocain qui parlait tout à l'heure. Déjà qu'on parle des Français, ça serait certainement plus juste de dire les gouvernements français en place vis-à-vis de l'époque. Parce que moi je me sens absolument pas responsable des exactions qui ont été commises par certains Français, comme eux ne se sont absolument pas responsables des exactions commises par leur propre peuple. Je suis d'accord avec toi. Donc vis-à-vis de ça, il y a pas mal, il y a pas mal de choses à voir aussi. Puis je pense qu'il ferait peut-être mieux déjà de voir l'histoire, de dire que des gens sont venus, défendre la France alors qu'ils ne la connaissaient pas, alors qu'en fin de compte ils faisaient partie de la circonscription française, donc ils ont pas eu le choix pour certains, même pour beaucoup d'ailleurs. Parce que l'islam dont parlait Lisandre, le patriote, il en existe. Mais le principe même de l'islam, ça a été la conquête. Que fait l'islam en Algérie? Oui, d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au Maghreb, qui étaient des pays latins à une époque, habités par les Vandales, par les Romains. Si c'est pas par la conquête, un exemple de ce que j'appelle musulman patriote. Bon, c'est peut-être certains disent que ça ne peut pas exister, musulman patriote, très bien. En tout cas, toujours est-il que j'ai fait. Musulman, c'est une religion. Hein. Oui, bon, si on veut. La question n'est pas là. C'est surtout, j'avais fait une émission il y a quelques mois de ça à propos de Marine Le Pen et j'avais été relativement surpris, pas tant que ça, mais beaucoup de musulmans, enfin de gens qui se disent musulmans, ont appelé en disant « Je voterai Marine Le Pen en 2012, c'est la seule qui me convainc et c'est la seule à qui j'ai envie de donner mon vote. » Et pourtant, ces gens se disent musulmans, et Marine Le Pen n'a pas un discours particulièrement aimable avec les musulmans, et pourtant, ces gens-là sont patriotes, entre guillemets, au point de voter pour Marine Le Pen. C'est une minorité qui fait un choix stratégique de combat contre un ennemi commun, on ne va pas entrer dans les détails. Tout à fait. Voilà, mais c'est pas la majorité. Hein. Ils existent, oui. Non, c'est pas la majorité, bien sûr. Non, mais il y a des témoignages pour ceux qui étaient engagés à l'armée, par exemple, en disant que s'il y avait la guerre, ils ne voudraient pas tirer sur des musulmans. Il y en a qui ont refusé d'aller en Afghanistan. Ça aussi, ça existait. Hein. C'est pas une invention. Mais complètement. Mais tu imagines demain un conflit. Tu imagines quand même pas que des musulmans tirent sur des musulmans, tu vois. Non, mais moi j'imagine absolument pas de toute façon, quoi. C'est comme quand je dis musulmans, comme je dirais noirs africains ou chinois ou toutes les communautés qui coexistent ici. Il n'y a pas que l'islam, hein, attention. On ne parle pas des Chinois. C'est une communauté fermée, secrète, avec ses banques personnelles qui se démerdent financièrement avec des prêts qui la concernent, sont passés par les réglementations qui sont les nôtres, avec des magouilles pas possibles, avec sa police. C'est un monde fermé, clos, hein, que je connais un peu, fréquentant les informaticiens de la rue Montgalais, qui sont tous chinois, entre autres. Ouais, je connais. Belleville, bien sûr. Alors qu'on parle Belleville des Arméniens, le Belleville de Marie Chevalier, le Médimuche, avec celui des magasins chinois clonés qui remplissent tout, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose qu'on appelle la mondialisation, c'est tout. Frontières ouvertes, on fait tout rentrer, les marchandises et les hommes, tout circule librement, et c'est le foutoir. Ouais, mais ça a déjà commencé dans les années 80, ça allait, oui, pour ma génération, je vais sur la quarantaine, ça allait encore. On a vu, la merde arriver un peu, pour ceux qui sont nés cette époque, ça a été un peu significatif, quoi. Il y avait des bandes de Zoulous. Bon, moi j'étais de ce côté-là à l'époque. Donc voilà, ça a commencé en 87. Et la merde, franchement, elle a été, moi je le voyais au collège et tout, en 90. Moi déjà, pour moi, ça fait 20 ans, il y en a qui voient maintenant. Moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé à voir même si j'étais pas spécialement du bon côté, mais de voir que les critères d'accoutumance ethnique, c'est-à-dire d'accouplement, je dirais ethnique, étaient présents vis-à-vis des gens qui se rassemblaient. Mais la volonté, c'est la disparition d'une Europe encore relativement homogène, basée sur une même civilisation, une même tradition, et c'est vrai, on ne peut pas le nier, ça. Non, mais ça, tout à fait d'accord, on parlait des gens minimes qui sont venus, soi-disant, pour reconstruire la France. C'est vrai, ils ont fait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les châteaux d'ailleurs. Non, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, ceux qui sont revenus l'après-guerre, les premiers, il y a eu, même dans la première lignée, qui comprenait italien, polonais, espagnol, portugais. Exactement, donc... qui était dans la maçonnerie, dans le bâtiment, la plupart. Tout à fait, donc il n'y a pas eu
quelques petits problèmes au début, mais attendez, très léger, on est d'une culture commune. Important, les Moi, problèmes. j'ai un très bon pote, il est portugais, il était italien à on l'école. vibre pas. Mais moi, je veux dire, pareil, être français, sauf à part, comment dire, ceux qu'on nomme les collabos. Mais moi, que vous preniez avec moi, qui suis français, moi j'ai des origines russes, mais qui suis français, vous prenez des Portugais, des Italiens, s'ils ont le cœur ouvert, si on va dans une église, si on va dans un château, c'est quelque chose qui nous parle à l'intérieur. C'est la même Amenez-moi civilisation. un Africain, amenez-moi un musulman, un Marocain, ça ne lui parlera pas. Non, parce que c'est comme c'est ça. pas la Moi, même ça ne parlera civilisation. pas la mosquée. C'est pas la même civilisation. Les références sont pas les mêmes. Mhm. Les références culturelles sont pas les mêmes. Ni les coutumes, ni les croyances, ni les lois, ni la réglementation, ni le code social, enfin toutes les... sauf s'il y a bien sûr assimilation et adhésion, ce qui ne se fait plus maintenant, c'est le communautarisme, le mot à la mode. Et c'est pas à la mode, c'est une réalité en plus. Toi, ton prénom, c'est quoi? C'est Raphaël. Merci Raphaël, parce que ça va vite, il y a, pas mal d'auditeurs. Hein. Oui, beaucoup Merci, d'auditeurs. bonne soirée. Merci beaucoup Raphaël, bonne soirée à toi. Mais le conflit, il est là. Je sors ma poubelle l'autre fois, avec le bras en écharpe en plus. Bon, je sors ma poubelle l'autre fois. Et en la sortant, je frôle un mec musulman qui passait. C'est même pas une racaille, un mec normal, quoi, musulman. C'est pas une racaille. Hein. Pas sapé comme une racaille de banlieue, quoi. Je le touche pas, je le frôle. Frôler, ça veut pas dire toucher. Je le touche pas. Ce con-là, il fait 2 pas, il commence à râler, à gueuler. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il revient, il me dit, oui, t'as failli. Je lui dis, j'ai failli, je t'ai touché avec ma poubelle en la sortant. Il me dit, non, mais tu aurais dû me laisser passer. Je dis, il y a un feu rouge là, tu te crois où toi? En peu de temps, j'avais un bras déjà bandé, quoi. C'était l'embrouille et la baston. Hein. Ce mec-là, je ne lui ai pas touché. Il se croit où, ce mec-là? Mais il mérite, enfin, excuse-moi, je ne peux pas entrer dans les détails violents, mais... Et c'est, moi, à Saint-Ouen, c'est souvent au quotidien comme ça. Et dans le métro, sur la ligne 13 aussi. Combien de fois je suis intervenu parce qu'un petit con insultait une nana assise et commençait à la prendre à partie, je suis intervenu. Ferme ta gueule, connard, je lui dis. Tu la laisses tranquille, tu fermes ta gueule. J'interviens dans le métro, moi. J'ouvre ma gueule. On me marche pas sur les pieds. On me bouscule pas. Je reste debout, hein, comme un granit. Et on me fait pas pencher de côté sous le poids des gens. Parce que dans le métro, la ligne 13, il y a une surpopulation. Tu comprends? Il y a une surpopulation. Et ces salopards-là, de la RATP, poussent à la violence. Parce que facilement, ça explose, pour rien. Que tu as bousculé quelqu'un en rentrant, il n'y a plus de place, on pousse. Voilà où on en est dans le métro. On en est à une mini-guérilla déjà d'usagers. J'y crois pas, quoi. On va accueillir Catherine, voilà, tout à fait. Catherine, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Paul. Eh bien, je voulais vous dire que je vous admire parce que j'avais jamais écouté toutes ces conversations. Et c'est un petit peu... j'ai l'impression d'être tombée dans une autre planète, quoi. Voilà, bah moi je suis française depuis plus d'un millénaire. Je m'aperçois que les jeunes actuellement sont complètement paumés parce qu'ils savent plus. Déjà, ils s'expriment tous comme s'ils venaient d'ailleurs. Et puis, je suis étonnée parce qu'ils ignorent complètement l'histoire. Alors vous m'entendez là? Oui, bien sûr. Pardon. J'aurais aimé préciser pour certains de vos interlocuteurs que tous les Français n'étaient pas des colons, que moi je viens d'une famille de pêcheurs d'Islande et franchement on était pauvres, on n'avait rien. Et moi de paysan d'Auvergne, on était pauvres aussi, on avait des fermes et des animaux, c'est vrai aussi, mais exactement. Voilà. Oui, bien sûr. Ils ont trimé toute leur vie, ils n'ont jamais colonisé qui que ce soit. Personne, j'ai la généalogie sur plus de 800 ans, personne n'a jamais colonisé qui que ce soit chez nous. On était comme ils étaient au bled, eux. On ne demandait rien à personne, on essayait juste de survivre. On veut vivre en paix. On veut la paix. Tranquille chez soi, voilà. Selon ses mœurs. La Pax Profunda. Voilà, et je ressens comme vous, je suis perdue moi maintenant, parce que je retrouve plus ma France, je sais plus où j'en suis. Tout est... on allume la télé... Non mais le mot France est un mot qui sera appelé à disparaître aussi, t'inquiète pas. Hein. Oui, c'est même plus intéressant, il n'y a plus rien. Les films français, c'est du misérabilisme. Enfin, c'est épouvantable partout. Ça devient sale. Alors, ce que je voulais expliquer à ces jeunes qui ne comprennent pas, c'est que dans les années 70, parce qu'on doit avoir grosso modo le même âge, dans les années 70, on avait des copains tunisiens, algériens, mais qui ne nous haïssaient pas.
C'était pas du tout... Dans le les même années discours que 60, quand maintenant. j'écoutais Hendrix, par exemple, dans les années rock, quand je faisais, j'ai vécu ces années-là, on se disait pas, ah c'est un noir qui chante. Il n'y avait pas ce problème Mais communautaire. non. Il y avait un rapport avec la musique, avec une, il n'y avait pas de problème communautaire ni racial qui se posait. Mon meilleur ami était italien. Ben, il était italien, c'était mon meilleur ami à l'école. Bon, les problèmes se sont posés ensuite parce que des gens se sont définis de façon différente en opposition. Mais en fait, je pense pas que ce soit vraiment l'islam enfin l'islam du Maghreb. Je pense pas, parce que moi j'avais des copains musulmans qui priaient chez eux, qui ramenaient pas sans arrêt tout. Non, mais ils sont fait infiltrer par les salafistes, par des tas de mouvements. Voilà, c'est les salafistes qui ont débarqué. Et je crois ça c'est nouveau tout ça. C'est Sarkozy qui a fait le pire de ça. Tarek Ramadan et compagnie, enfin tous les gens qui ont Moi, une double langue, quoi, tu vois. J'ai entendu Tarek Ramadan, mais il y a 30 ans, c'était en 81. Il était tout jeune, il était prof à l'époque, et il est passé sur une chaîne étrangère en disant « Dans 20 ans, la France sera musulmane ». Et je me souviens très bien de cet instant, parce que j'ai éclaté de rire, et je suis revenue, j'étais en train de faire quelque chose. Je suis revenue et je me suis dit, mais il est malade ce type. Mais par le poids démographique, c'est bien possible. Et désolé, c'est une loi statistique, hein, puisqu'on est minoritaire. Mais c'est ces salafistes-là qui ont pourri le dialogue entre les gens. Qui ont séparé, qui ont... Ou les frères musulmans, tout ça, oui, complètement, bien sûr que oui. Qui ne connaissent rien de leur histoire. Qui ne connaissent absolument rien. Parce que personne n'est allé chercher des wagons de Attends, est-ce qu'il est normal, je l'ai lu dans les... Je voulais inviter France Terre d'Asile, Pierre-Henri, le représentant. Bon, il s'est décommandé au dernier moment aujourd'hui. C'est pas grave. Bon, il a pas autre chose à faire. Peut-être qu'il a un truc à faire à Lampedusa, c'est possible. Mais j'ai vu dans leur texte que c'est une loi, que tu es français maintenant. Si tu as les papiers, c'était mieux. Il suffit de parler français. Pas de l'écrire, c'est précisé, ni de le lire, simplement le parler. Oui, c'est ça l'adhésion à une culture, ça? On lit même pas un livre en français, mais j'y crois pas. Il suffit de parler. Hein. Oui, et c'est terrible parce que ça déteint même sur les autres jeunes qui sont de... Ben moi, je marche pas avec ce genre de réglementation, désolé. Oui, c'est terrible. Et je ne comprends pas comment les profs... Qu'on enseigne une culture, oui, une pédagogie, une histoire, oui, ce qu'on est réellement, qu'on ne dise pas à des blacks, à des noirs, nos ancêtres les Gaulois, on est bien d'accord, entièrement d'accord là-dessus. Bien sûr que non, c'est pas leurs ancêtres, là-dessus on est d'accord. Les esclavagistes, les pires esclavagistes envers les Noirs n'étaient pas les Français, c'était des musulmans. Oui, mais on le sait bien, on connaît l'histoire, bien sûr que oui. Ils le savent eux-mêmes. C'est notamment le livre de Pétré Grenouillot qui parle de ça. Ils sont un mélange, eux contre les autres. Mais c'est ridicule. C'est ce que faisait Rimbaud quand il vendait des armes et des esclaves. Rimbaud, on prend l'avis de Rimbaud quand il s'est retiré en Abyssinie, en Éthiopie. Il vendait des armes à des esclavagistes. C'était la coutume là-bas, quoi. Voilà, tout simplement. Lire la vie de Rimbaud, déjà, ça suffit. Lire ses lettres écrites là-bas, hein, ça suffirait pour comprendre. Ben oui. Et en plus, les Arabes étaient conquérants. Tous les peuples du bassin méditerranéen n'étaient pas musulmans. Non. Mais bon, je ne comprends pas comment ça a pu virer comme ça. Parce que maintenant, on voit bien que les jeunes ne nous regardent pas comme les habitants normaux de ce pays. D'abord, quand on parle d'une personne qui est blanc, qui est un blanc, on peut dire un blanc, hein, je suis désolé, c'est interdit, on dit un petit blanc. Elle est marrante la formule, non? On peut dire quoi un petit blanc? Pourquoi un petit blanc? Moi, on ne dit pas un petit noir et un petit arabe, on dit un petit blanc. Il faut le minorer tout de suite. On doit le rabaisser. En fait, c'est un langage commun qui est pas en lui-même qui porte pas la haine, tu vois, il est dit de façon automatique, mais il traduit quelque part un arrière-fond, voilà. Oui, non, c'est très... Je ne sais pas comment expliquer parce que moi j'ai l'impression... Bon, excuse-moi Catherine, c'est très bien, mais on a beaucoup d'appels. Hein. Vraiment beaucoup d'appels et voilà, il faut que tout le monde ait le temps de parler. Merci beaucoup Catherine en tout cas. Bonsoir. Merci de ton appel Catherine. Bon voilà, une petite conclusion, coup de gueule, mais faut avouer que se faire interdire de dire que l'on aime son pays, alors que c'est le cas dans le monde entier, c'est quand même incroyable. Je sais pas, tout le monde aime son pays, normalement. Enfin bref. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout, force à vous et à vos proches. Salut, salut!